Bonsoir à tous. Ce soir, un thème une fois de plus particulier qui fait un peu suite au thème que nous avons déjà vu sur la génétique. Nous avons un peu parlé de la génétique. Donc ce soir, nous allons parler de l'épigénétique. Donc on voit que dans le mot épigénétique, il y a la notion de génétique. Il va y avoir toute une partie qui va être un petit peu théorique, mais c'est obligatoire. On va faire des raccourcis. Désolé pour les spécialistes qui vont certainement me dire que j'ai fait des raccourcis un peu courts, mais pour gagner du temps. Et puis l'objectif n'étant pas un cours d'épigénétique, mais de comprendre un petit peu ce qui se passe, pour comprendre certains états que nous pouvons connaître. Et en particulier, on va parler un petit peu de la dépression, pour expliquer que cette notion de dépression et de cause initiale qui rend les gens souvent qui se sentent fautifs. On va voir qu'en fait, il y a une grande part, voire 99,9%, qui est à supprimer de ce côté-là. Et bien sûr, on va voir comment on peut sortir de ces problèmes-là. Donc, je vous propose de commencer tout de suite par comment ça s'appelle une présentation. D'habitude, on lit d'abord les versets bibliques. Là, on verra après. On va d'abord faire une présentation pour bien comprendre les textes bibliques qui nous sont donnés par Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, je dis, au-delà des gènes, c'est justement l'épigénétique. C'est-à-dire que épigénétique, ça veut dire au-delà de la génétique. Plus loin encore que les gènes. La génétique, on en a déjà entendu parler. L'épigénétique, beaucoup moins. Les gènes, ce sont des héritages que nous avons de nos parents, qui nous donnent certaines caractéristiques, grand, petit, la couleur des yeux, les cheveux, la couleur de peau, etc., etc. On a un petit peu parlé la dernière fois sur la génétique, avec ce qu'on a vu, ce qu'on appelle les allèles dominants, récessifs, etc. Et c'est ainsi que chacun est différent. Donc les gènes ne sont pas les seuls à déterminer qui nous sommes. Jusqu'à il y a 20, 30, allez, 30 ans, 40 ans peut-être pour certains, nous n'étions que génétiques. C'est-à-dire que si nous étions ce que nous étions aujourd'hui, c'est parce que nous avions hérité de nos parents des gènes qui faisaient que nous étions comme ça. Certains allaient même jusqu'à dire, on en trouve encore quelques-uns des comme ça aujourd'hui, que même nos prédispositions, nos goûts, sont issus de nos gènes. Il y en a très peu, puisqu'aujourd'hui on sait que ce n'est plus vrai. On sait que ce n'est plus vrai. On va le voir. Nous savons aujourd'hui que l'environnement nous conditionne. Ça, on l'a fait, ces expériences ont été menées maintes fois, autant d'un point de vue expérimental en sociologie et en psychologie, que nous-mêmes dans notre vie, on voit bien qu'en fonction de l'environnement dans lequel on est, on va avoir des comportements qui ne vont pas être les mêmes. Parce soit on va s'adapter, soit on va être influencé, mais dans tous les cas, on va avoir un comportement qui va être différent. La nourriture peut nous amener à certains comportements particuliers. Les liens familiaux, les liens sociaux, professionnels, amicaux. Ça, on voit bien que la génétique n'est pas la seule à déterminer notre comportement. Et maintenant, on va aller un peu plus loin, on va voir l'épigénétique. C'est un mécanisme, ou des mécanismes, ce sont des mécanismes qui se rajoutent aux gènes et qui modifient les gènes. Et c'est là que ça devient très impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas génétiques et qui vont venir modifier la génétique, donc l'ADN, jusque dans les cellules germinales. Et c'est là que c'est important, cellules germinales, c'est-à-dire les cellules qui vont servir à la reproduction. Donc ça veut dire que si cette modification épigénétique arrive jusqu'aux cellules germinales, ça veut dire que l'on va transmettre quelque chose à la descendance, aux enfants. L'influence de tous les éléments extérieurs est cellulaire, c'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, donc on a une influence génétique, bien entendu, mais on a aussi une influence, comme on vient de le voir rapidement, de ce qui nous entoure, la nourriture, les liens familiaux, si on est en temps de guerre, par exemple, des choses comme ça, on va avoir des comportements différents. Et tout ça intervient jusqu'au niveau cellulaire, jusqu'à notre cellule. On va voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Quand on parle d'influence, c'est des influences positives ou négatives. Malheureusement, on se rend vite compte qu'on a beaucoup plus d'influences négatives que positives. Mais ça va dans les deux sens. Donc c'est pas irréversible. Donc on a tout ce qui nous entoure,
c'est-à-dire que là j'ai représenté quelques-uns, mais c'est quasiment à l'infini, c'est-à-dire les moments de joie, les agressions, la musique. Il y a l'étude sur la musique. En fonction de la musique, ça peut impacter notre ADN. J'ai mis la télévision, je renvoie vers l'étude sur la télévision. Donc tout ce qui est audiovisuel, on a la nourriture, on a les radiations, quelles qu'elles soient, on a le sport, c'est positif. On a par exemple pour les parents une naissance. La naissance peut amener des choses positives ou négatives, plutôt positives là, en général. On a la pollution, on a tout ce qui va être addictif, donc ça peut être alcool, tabac, drogue, etc., sans même que ce soit une addiction. Je parle de choses qui peuvent être addictives, donc en surdose. Quand je parle de nourriture en bas, c'est quelque chose de positif. Là, j'ai mis des fruits et des légumes pour un repas équilibré, c'est positif. Si on se met à manger quelque chose de déséquilibré, on va voir ce que ça peut donner. Et le fait de manger déséquilibré peut amener une modification épigénétique profonde au niveau cellulaire. On va voir ça. Là, on a vu que l'amour, un couple qui se forme, etc., ce sont des choses positives. Les disputes dans le couple ou les disputes entre amis, mais surtout en couple, parce que là, il y a beaucoup plus d'impact émotionnel et sentimental, sont impact au niveau épigénétique et au niveau de nos gènes. Donc, ça veut dire que ça vient modifier même notre structure génétique, et c'est ce que nous allons voir. Et ceci à tous les stades du développement. C'est-à-dire que de ce qu'on appelle de la genèse, c'est-à-dire qu'au moment où les deux cellules vont se rencontrer pour former l'enfant, donc le zygote, à partir de là, jusqu'à la fin de vie, on subit des influences. Alors, à tous les stades, l'impact d'un stress ou d'une situation extérieure ne va pas être le même. Donc ça veut dire que là, les cellules sont particulièrement vulnérables en prénatalité et chez les jeunes, chez les adolescents. C'est-à-dire qu'on a des phases qui sont vraiment les plus sensibles, c'est in utero, et ensuite l'adolescence. On va dire, pour faire en gros l'enfance. Par exemple, la barrière hématotesticulaire se forme très tardivement, donc c'est ce qui va... S'il y a un impact chez un enfant, donc là j'ai pris l'exemple d'un garçon, mais c'est la même chose chez les filles, avant même que cette barrière hématotesticulaire soit faite, ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui va être modifié va impacter directement ces cellules-là, puisqu'il n'y a pas de barrière, donc tout passe. Et lorsqu'il va y avoir la puberté, à ce moment-là, tout sera déjà inscrit dedans. Donc voilà. Donc l'environnement et les aléas de la vie, on va dire, ce qu'on appelle les aléas de la vie, voilà grosso modo, en faisant un cours, l'importance de l'impact que cela peut avoir. Et on voit que c'est surtout au niveau de la petite enfance. Alors, plus c'est jeune, plus c'est impactant. Et après, il y a un énorme effet impactant au niveau de l'adolescence. Donc, c'est-à-dire entre, on va dire, grosso modo, 12-13 et 17-18. Alors, voilà. Bon, je fais un peu large, mais puisque ça dépend des études, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on fait un peu large. Juste petite parenthèse. Vous voyez quelles sont les périodes de l'existence de nos enfants qui sont les plus attaquées. Au niveau de la musique, au niveau des médias, au niveau de tout l'environnement que l'on peut avoir, ça va être évidemment les deux stades qui sont les plus sensibles, les plus fragiles. Les facteurs maternels, c'est-à-dire que, évidemment, c'est très enfant, enfin très jeune âge, pardon. Et le style de vie et l'alimentation va avoir un impact tout au long de la vie, de moins en moins important, et je dirais qu'à partir d'un certain âge, qui va être, on va dire, ça va dépendre de l'individu et de son épigénotype et de son génome, mais on a une décroissance de l'impact jusqu'à à peu près, on va dire, 50-60 ans. Pour faire large toujours. Donc ça, c'est l'impact des éléments extérieurs. Maintenant, quelques petits rappels. Une cellule. Dans la cellule, nous avons un noyau. Okay. Dans ce noyau, nous avons le cytoplasme, la membrane qui sépare le cytoplasme du noyau, et le noyau, lui, est formé de chromosomes. Donc ces chromosomes sont toujours par paires, c'est ce que nous avons vu la dernière fois quand nous avons parlé de la génétique.
Et donc ces chromosomes sont par paires et ils sont formés de chromatines. Une sorte d'enroulement, on va dire, on fait très très schématique. Hein. Cette chromatine, en fait, c'est un enroulement qui va former le chromosome. Et cette chromatine constituée d'ADN compacté. C'est-à-dire en fait, c'est un ADN qui va être ratatiné, si je peux dire, en exagérant un peu, donc qui est représenté ici. L'ADN, lui, est associé à des protéines histones. Protéines histones en jaune, ici, les petits paquets. En fait, c'est comme des perles qui sont enroulées, on va dire, qui sont enfilées le long d'un fil. Donc on a des protéines histones par paquet de 8 pour former des nucléosomes. Voilà, les nucléosomes, c'est des petits paquets de 8 qui sont condensés. Voilà. Et les nucléosomes entourés par des brins d'ADN. En fait, tout ça, c'est une sorte de fil qui est enroulé sur lui-même. Vous savez, un ADN, c'est très très long. Hein. Donc ce sont des fils qui sont entourés sur eux-mêmes avec des enfilages, on va dire, de perles, et en particulier de protéines histones. Voilà. Petit rappel rapide, la double hélice de l'ADN. Ça ressemble à un collier de perles enfilé, pour faire simple. Ces perles, c'est ce qu'on appelle des nucléosomes qui peuvent être très compactés ou souples. Parfois, on va pouvoir parler de détendus. Et ça, c'est important, parce que c'est ce qui va permettre la régénération cellulaire. Les enzymes qui déroulent la partie de l'hélice de l'ADN, vous savez que l'ADN, à un moment donné, il va se dérouler pour se couper en deux, former ce qu'on appelle un ARN messager, donc rupture des liaisons azotées. Voilà. Et pour former un brin d'ARN messager qui va être synthétisé. Voilà. Donc, à un moment donné, vous voyez ici, l'ADN il s'ouvre, il se décroche, pour fabriquer l'ARN messager ici, qui du coup va s'éloigner et va permettre de reformer une nouvelle protéine, par la lecture de tous ces codes. Je sais, pour les spécialistes, c'est un peu résumé. Mais en tout cas, ça permet de comprendre le mécanisme. C'est important. C'est très important de comprendre ce mécanisme. Voilà. Il existe deux types d'ARN. Donc deux types de morceaux d'ADN, de demi-ADN, de demi-hélices, qui vont permettre de reformer d'autres cellules. On a l'ARN messager dit long, qui va synthétiser des protéines, qui va permettre de synthétiser des protéines, qui représente seulement 1,2% de l'information de l'ADN, qui est traduite en protéines. Voilà. Donc c'est pas énorme. Hein. Et on a l'ARN non codant, dit court, qui pendant des années a été considéré comme étant, entre guillemets, poubelle, c'est-à-dire que les évolutionnistes disaient que c'était des restes de l'évolution qui ne servaient plus à rien, mais qui restaient là. Une sorte de surcode qui ne servait plus à rien. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux, puisqu'on sait que c'est très important. Et des expériences au niveau de l'épigénétique, justement, ont montré que c'était même plus que très important, c'était fondamental. Donc en tout cas, il existe ces deux ARN, le long et le court, le messager et le non codant. Voilà, découvert relativement récemment. Donc je ne sais plus si c'est en 2005. C'est assez récent. En tout cas, ces ARN non codants ont un rôle très important en épigénétique. Alors en génétique directe, non, mais en épigénétique, oui. Un individu est composé de son génotype, c'est-à-dire tous les gènes qu'il a reçus de ses parents, environ 22 500 gènes chez l'homme, relativement immuable, stable, c'est-à-dire que le génome, mis à part quelques petites erreurs que l'on peut trouver, petites modifications, est très stable au niveau du génotype. Sinon, il devient cancérogène, évidemment, sauf quand il y a justement des éléments cancérogènes, c'est-à-dire s'il y a une modification, très souvent ça finit en cancer. Ou la rétrotransposition, c'est un élément qui fait que l'on peut avoir quelques modifications. Rétrotransposition, ça veut dire qu'il y a des échanges en fait des parties qui sont échangées avec d'autres. Donc ce n'est pas une modification, ce sont des échanges de parties codantes. Voilà, un morceau d'ADN qui saute d'un endroit à un autre. Donc c'est un morceau. Donc ça veut dire que on garde quand même la totalité de l'information. Ce n'est pas une modification d'information, mais elle n'est plus dans le même ordre. Elle n'est plus dans le même ordre. C'est ce qu'on appelle la rétrotransposition, ce qui est assez rare. Ça se produit quand même, mais qui est assez rare. Et donc chaque individu, non seulement il reçoit son génotype de ses parents, et il reçoit aussi, il est
ce qui le constitue, c'est son génotype reçu des parents et son épigénotype, ce qui concerne les épigènes. Des marques qui contrôlent le génome. En fait, on s'est rendu compte que l'épigénotype, l'épigénome, on va dire, contrôle le génome, et ce n'est pas l'inverse. L'épigénotype, lui, est très dynamique, c'est-à-dire qu'il bouge énormément. Il peut varier énormément. On peut le faire varier de façon très importante, contrairement au génotype, les gènes qui ne bougent pas. Mise en place progressivement au cours de l'existence. C'est-à-dire que l'épigénotype, on naît avec un épigénotype, il n'est pas vierge au niveau épigénotype, mais au fur et à mesure, comme on l'a vu en introduction, des stress, des choses heureuses, des choses malheureuses, de la joie, etc., on va le voir au fur et à mesure de notre étude, vont modifier, augmenter, diminuer l'épigénotype, enfin bref, amener énormément de modifications. Par exemple, des jumeaux monozygotes. Donc, monozygote, ça veut dire que c'est un seul ovule qui s'est séparé et qui a formé deux jumeaux. Donc, ce ne sont pas les faux jumeaux, ce qu'on appelle les faux jumeaux. C'est vraiment monozygote, c'est-à-dire que ils ont le même génotype, ils ont le même épigénotype à la naissance, puisqu'ils ont évolué dans le même ventre maternel, qui a subi les mêmes contraintes, s'il y a eu du stress ou pas. Bref, ils ont tous les deux le même. Mais leur épigénotype va se différencier au cours de leur existence. C'est-à-dire que même des jumeaux monozygotes, qui vont énormément se ressembler à la naissance et au fur et à mesure de leur croissance, mais à un moment donné, leurs vies vont se séparer, ce qui fait qu'il va y avoir des différences au niveau de leur épigénotype et même de leur expression physique. Donc, à la naissance, on reçoit le génotype et l'épigénotype. L'épigénotype va évoluer avec l'âge, il va modifier ou intervenir sur le génotype. Et certains gènes du génome permettent de réguler le profil épigénétique. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que l'épigénotype va activer ou pas, c'est ce qu'on va voir un petit peu tout à l'heure, le génome. Mais le génome peut aussi intervenir sur l'épigénotype. Vous allez comprendre au fur et à mesure que c'est quelque chose de très très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit, mais on ne sait pas tout expliquer, et on ne sait pas expliquer grand-chose d'ailleurs, on ne sait que constater. Faire des expériences qui permettent de dire, il se passe ceci, il se passe cela, on voit ceci, on voit cela, mais pourquoi, comment, quand, où, avec qui, ça, on ne sait pas. Même si on approche certaines choses, mais globalement, c'est très très compliqué. Vous allez voir, il existe des milliards de possibilités, c'est impossible de gérer ça, et sachant que pour chaque individu, ça peut être différent. Si ces gènes sont modifiés, le profil épigénétique est également modifié. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, l'un agit sur l'autre. Et qui va intervenir sur l'épigénotype, on a l'environnement. Pollution, nourriture, de tout genre. Hein. Ça peut être auditif, ça peut être émotionnel, etc., etc. On a un épigénotype parental, évidemment, que l'on va recevoir, évidemment. Certaines maladies épigénétiques sont engendrées par une mutation d'un gène régulateur de l'épigénotype. C'est-à-dire qu'en fait, on a des maladies, et on va en parler un petit peu, qu'on appelle des maladies entre guillemets psychiatriques. Ce sont des maladies qui ne sont pas physiques au niveau génétique. Et en particulier, j'en ai parlé en introduction de la dépression, mais il en existe bien d'autres. On a des maladies qui sont engendrées par une mutation d'un gène régulateur de l'épigénotype. Vous voyez, les interférences en fait. Très compliqué. Et on a des épigénotypes parentaux qui peuvent favoriser des maladies métaboliques ou psychiatriques. C'est-à-dire qu'on a des familles où de génération en génération, on a certains troubles bipolaires, ce qu'on appelait bipolaire à l'époque. Maintenant, enfin non, ce qu'on appelait maniaco-dépressif, et maintenant c'est bipolaire. On a dépression. On a des familles où de génération en génération, on a un nombre important de personnes dépressives. On a des familles suicidaires. On a des familles où on va suivre de génération en génération des suicides. Donc, on voit bien que là, il se passe des choses. Et c'est l'épigénotype parental, en fait,
qui intervient, puisqu'au niveau génétique, les études n'ont jamais rien trouvé. On a essayé de trouver le gène de la dépression, on ne l'a jamais trouvé. Et pourtant, des personnes dépressives, il y en a. Et les familles de personnes dépressives, il y en a. Donc, point d'interrogation. Donc c'est épigénotype. Donc on hérite des parents, c'est ce que j'ai bien dit, les deux, qui se modifient durant l'existence, puisqu'il y a des interactions, en particulier durant la grossesse. C'est le moment de l'existence le plus sensible à tout ce qui peut se passer extérieurement. La grossesse. Pour qui? Pour la mère ou pour l'enfant? Pour l'enfant. Pour l'enfant. Non, mais pour l'enfant, c'est la phase la plus d'une extrême fragilité, je dirais. Et ensuite modifié durant toute l'existence. On a vu avec des périodes de l'existence qui vont être plus propices aux modifications, et surtout plus propices aux modifications qui vont être, alors malheureusement ou heureusement, transmissibles aux enfants. Donc on va avoir l'enfance, tout ce qui va se passer avant la puberté en fait, à la fin de la puberté. Et à la fin de la puberté, il y a des barrières qui sont faites où c'est un peu plus difficile. Ça passe encore, mais c'est plus difficile. Hop là. Donc on va parler de la régulation épigénétique de l'ADN. On a plusieurs types de régulateurs. On a plusieurs types. On a les marques épigénétiques qui amènent des modifications biochimiques. Ajout, retrait sur l'ADN. On a des modifications biochimiques qui vont faire ajout ou retrait sur les protéines histones. Donc, globalement sur l'ADN, et sur chaque petit morceau, des petites choses qui vont venir se rajouter ou s'enlever. Et on va modifier comme ça par petites touches successives. Ce n'est pas des séquences qu'on va modifier, c'est certains paramètres, on va dire, pour rester pour pas être trop dans le détail. Certains paramètres. On a des modifications des interactions entre nucléosomes, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, les interactions entre les deux vont se changer. Du coup, l'information transmise va être différente. Et on a des modifications du degré de condensation de la chromatine. On a vu tout à l'heure qu'à un moment donné, il faut que ça se détende pour qu'il puisse y avoir réplication. Dans certains cas, la détente ne se fait plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réplication ne se fait plus. Donc on va limiter la fabrication de certaines protéines, voire supprimer complètement la fabrication de certaines protéines en raison d'un épigénotype. S'il est détendu, transcription possible, justement, on va pouvoir fabriquer d'autres protéines. S'il reste compact, transcription impossible. L'accessibilité à la machinerie transcriptionnelle dépend des mécanismes épigénétiques. Et c'est ça qui devient très impressionnant, c'est-à-dire que notre régénération cellulaire que l'on croyait être une pure machine génétique programmée extraordinaire, elle est toujours programmée, elle est toujours extraordinaire, mais ce qui permet de déclencher ou pas, d'activer ou pas, ça va être l'épigénétique et non pas la génétique. Donc c'est l'épigénétique qui va intervenir directement sur la génétique. Là, on reste général. Tout à l'heure, on va aller un peu plus dans le détail. On va voir avec des petits schémas, des petits exemples, en fait, voir ce que ça donne. Deux modifications importantes. La méthylation de l'ADN, négative d'une façon globale. Méthylation, c'est le groupe méthyle, CH3, on en parlera tout à l'heure, qui vient se coller, on va dire, alors je veux dire une aberration pour les spécialistes, mais quelque chose qui permet de comprendre. Il faut imaginer que sur l'ADN, vous avez comme des petits poils en fait qui dépassent, des petites aspérités qui dépassent, et sur lesquels doivent venir s'accrocher certains composants, certains composés. Et s'il y a méthylation, dans le sens où parfois, eh bien, il y a des groupes CH3 qui viennent s'accrocher là où il ne devrait pas y en avoir, donc il y a une surméthylation. On peut avoir une hypométhylation, où justement, il devrait y avoir du groupe CH3, et il n'y en a pas. Et il va s'accrocher autre chose. CH3, c'est un exemple. CH3, c'est pour la méthylation, c'est pas un exemple. C'est pour la méthylation. Donc c'est vraiment, on a au niveau moléculaire, on va voir, il n'y en a que 3, il n'y en a que 3 qui sont vraiment importants. On a le CH3, je vais en parler après des autres. On a le phosphore aussi. Donc, ajout de groupe méthyle
sur l'ADN, provoquant une contraction de celui-ci, le rendant inaccessible à la transcription. Si on surméthyle, la transcription ne va plus pouvoir se faire sur certaines protéines, et donc ça va être bloquant. Pour information, la nourriture que nous avons dans les plats préparés, les plats cuisinés, les hamburgers McDo et tout ça, et tout le reste, sont des plats surméthylés. Avec un ajout spécifique. C'est pas un ajout spécifique, c'est que pour des raisons commerciales, économiques, etc., il y a des sauces, il y a des tas de choses. Ce sont des composés organiques avec énormément de méthylation. Pour des process de fabrication, je ne rentre pas dans la chimie. Et donc, on a beaucoup de méthylation. Donc, on a une alimentation surméthylée, déjà. On a les modifications, donc on a parlé de la méthylation de l'ADN. On a des modifications des histones. Et ça, c'est la phosphorylation. Voilà, phosphorylation, donc avec du phosphore. Et on a aussi l'acétylation, avec un groupe acétyl. Le groupe acétyl étant un composé d'un acide dont on parlera tout à l'heure. L'acétyl tout seul n'existe pas. En fait, là il est raccroché et lors de la digestion, lorsque l'on l'absorbe, on va le découper et à ce moment-là, il va lui intervenir sur l'épigénotype et sur les gènes. Donc, modification des histones directement. Et la méthylation elle-même qui agit sur les histones. Et à nouveau, ça peut être positif ou négatif pour la transcription. Donc, c'est pas que négatif. On a des actions extérieures qui sont très positives. C'est l'ensemble des codes histones et de la méthylation de l'ADN qui donne un épigénotype. Donc c'est l'ensemble, voilà, de toutes ces interactions. Alors imaginez ce que ça donne, la quantité d'interactions possibles. C'est phénoménal. C'est pour ça qu'on ne peut que regarder ce qui se passe, mais on peut difficilement comprendre toutes les interactions parce que c'est comme un château de cartes, si on bouge à un endroit, ça bouge à d'autres, enfin, c'est impressionnant. En tout cas, c'est immédiat, c'est un effet immédiat. Ah, c'est un effet qui est immédiat, ouais. D'accord. C'est un effet immédiat. Et tout cet ensemble de codes, qui détermine si un gène va s'exprimer ou non. On va le voir dans le cas de la dépression, par exemple. Une alimentation surméthylée peut empêcher la production de certaines protéines, ce qui va engendrer une dépression. Voilà, un état de faiblesse, etc., épigénotype, qui va engendrer une dépression. Une sorte de cercle vicieux. Et on a les ARN non codants qui régulent l'activité des gènes. Ces fameux ARN non codants qui ne servaient soi-disant à rien, en fait, on sait aujourd'hui qu'eux interviennent pour réguler tout ça. On est véritablement une machine incroyable. Maintenant, si nous considérons le comportement géré par le cerveau, c'est notre cerveau qui détermine des tas de choses. Tout se passe dans le cerveau, au niveau du comportement, je parle. Donc on a le cerveau qui va activer directement via les neurones pour activer dans tout le corps. Dans ce neurone, il y a un noyau, c'est une cellule, donc il y a un noyau qui est formé de chromosomes, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Ce chromosome est formé de chromatine, pas de problème. Cette chromatine est formée de nucléosomes, un paquet de 8, qui lui-même est entouré d'ADN. Voilà, on arrive à l'ADN. Les protéines histones, je vous disais tout à l'heure, c'est comme ces petites aspérités, ces petites poils là qui dépassent là. Donc il en existe des milliers, des centaines de milliers, des millions de milliards dans tout notre corps, qui sont prêts à accrocher des petites molécules, et en particulier les molécules de phosphore, les molécules d'acétyl ou les molécules de CH3, donc de méthyle. Et on a un ADN qui ici est représenté méthylé, c'est-à-dire qu'il y a des petites boules là de méthane, de méthyle, pardon, qui se sont accrochées et qui ont méthylé l'ADN, donc qui l'ont modifié. Donc on n'a pas modifié à proprement parler la succession des codes, on va dire, de l'ADN, mais on est venu bloquer certaines parties ou au contraire libérer d'autres pour s'exprimer. Avec, dans la cellule, on a l'ARN non codant qui se trouve ici, qui se trouve dans le cytoplasme, qui n'est pas au niveau du chromosome. Cet ensemble, les protéines histones modifiées de l'ADN méthylé, c'est ce qui contrôle de l'état de la chromatine. C'est ça qui va contrôler la chromatine. Si elle est active, alors
la chromatine se détend, et à ce moment-là, la transcription est possible. Donc là, on va pouvoir libérer, on va dire, libérer de l'ADN pour qu'il puisse s'ouvrir et fabriquer des protéines. Si c'est inactif ou compacté, à ce moment-là, on a quelque chose comme ça, où on n'a plus de possibilité, l'ADN est complètement prisonnier, aucune possibilité de s'exprimer. Voilà. Dans de nombreux cancers épigénétiques, le contrôle de l'état de la chromatine dysfonctionne. C'est-à-dire que là, on n'arrive plus à contrôler si elle doit s'ouvrir ou pas. Donc soit elle reste ouverte, soit elle reste fermée, mais il n'y a plus de contrôle. Certains gènes sont trop méthylés. Donc si c'est trop méthylé, à ce moment-là, ça va être fermé, compacté. Hein. Donc là, il n'y a plus d'expression, plus de transcription possible, donc silencieux, on va avoir des gènes silencieux. Donc du coup, le cancer va pouvoir se propager tranquillement, parce que normalement, dans notre corps, on a des systèmes de régulation qui font que si une cellule se met à dysfonctionner ou un groupe de cellules, le corps va réagir pour supprimer, détruire ces cellules, et du coup, il n'y a pas de cancer, en fait. Ça s'arrête, c'est détruit. Si on a un souci épigénétique, à ce moment-là, le cancer va pouvoir se développer. Et l'autre dysfonction, quand ça dysfonctionne, justement, c'est que ce soit activé alors qu'il n'aurait pas fallu. Et donc à ce moment-là, on libère des protéines qui vont activer des choses néfastes, donc un cancer. Les marqueurs épigénétiques dans le cerveau. Les marqueurs épigénétiques dont on vient de parler jusqu'à présent, c'est-à-dire la méthylation, l'acétylation et la phosphorylation, avec le phosphore, interviennent dans le cerveau, dans les gamètes. Les gamètes sont les ovocytes pour les femmes, et pour les hommes, avec de l'ARN non codant, dans les spermatozoïdes. Donc ce sont les trois parties du corps qui vont être les plus impactées par ces marqueurs épigénétiques. Avec une particularité, donc la chromatine différente car la taille est beaucoup plus petite. Dans le spermatozoïde, c'est beaucoup plus petit, donc la chromatine n'est pas la même que dans les ovocytes. Elle est beaucoup plus petite. Donc il n'y a pas de paquet de 8 histones remplacé par une protamine, par un autre élément, mais qui lui-même peut être touché. Du coup, c'est moins touché? Non, c'est pareil. Les actions épigénétiques sont les mêmes. On va le voir après. Parce que là, on parle théorique, et après on va voir en pratique ce que ça donne. La chromatine peut être plus compacte. Il reste de 1 à 5% de protéines histones par rapport à un ovocyte. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment très très compact. Le spermatozoïde étant beaucoup plus petit qu'un ovocyte. Et pourtant, il transporte les mêmes informations. Donc en fait, il y a un autre système de codification. Et c'est certainement ce système-là, on ne peut pas l'affirmer pour l'instant, mais c'est certainement ce système de codification qui fait que on va avoir des actions prédominantes du père sur la mère. On va voir ça tout à l'heure. L'ADN des cellules germinales subit aussi la méthylation. Germinal, c'est bien du début. Germinal, c'est les ovocytes et les spermatozoïdes. Okay. Les histones et les protamines subissent aussi la méthylation. Donc les histones dans l'ovocyte, les protamines dans le spermatozoïde pour l'homme. Et dans le cerveau, ce sont par contre les histones. Dans les cerveaux, là, il y a les histones dans les deux. C'est vraiment au niveau des cellules germinales qu'il y a une petite différence. Mais les deux subissent la méthylation de la même manière. Les histones, le processus de méthylation encore peu connu, on connaît, ce que je vous ai expliqué, c'est très compliqué puisqu'il y a des interactions de partout. Donc si on touche un endroit, en fait, c'est comme un jeu de domino, tout qui bouge. Donc c'est très difficile de déterminer les liens de cause à effet sur un endroit. Très très difficile. Et les protamines, c'est très récemment que l'on a découvert qu'elles étaient méthylables. Découverte en 2012, vous voyez, que les spermatozoïdes possèdent une grande quantité d'ARN non codant. Jusqu'à présent, le spermatozoïde étant beaucoup plus petit, on considérait, on pensait qu'il n'y avait pas d'ARN non codant dans le spermatozoïde. Or, il y en a beaucoup. Beaucoup plus même. Même beaucoup plus. Donc un enfant reçoit la moitié de son génome de la mère, la moitié de son génome du père. La moitié de son épigénome de la mère, on a bien compris que l'épigénome va évoluer, mais au départ, il reçoit bien quelque chose, donc il reçoit la moitié de l'épigénome de la mère, la moitié de son épigénome du père. Jusque-là, logique. Mais on s'est rendu compte qu'il y a il y a un mais. Le mais, c'est que s'il y a une modification épigénétique d'un allèle du père,
Donc si au niveau épigénétique, il est venu modifier un gène sur l'ADN, Ça se transmet aussi. et pas la mère, le père, lui, en raison de choc émotionnel, ou comme on va un petit peu en parler, en fait, surtout dans la petite enfance, les enfants qui ont subi des choses difficiles, ou un foyer qui s'est déchiré, etc., ce sont des choses très difficiles pour l'enfant. Il a une modification épigénétique, donc il va se marier avec une femme qui, elle, n'a jamais subi ça, donc tout va bien. Ils vont avoir des enfants ensemble, et là on s'est rendu compte que c'est la modification épigénétique du père qui est répliquée sur l'allèle de la mère. C'est-à-dire que quand ils vont se reproduire au niveau cellulaire, à partir du zygote, c'est les modifications du père qui vont être répliquées sur l'allèle qu'a donné la mère, au niveau épigénétique. C'est-à-dire que la mère, en fait, quelque part, elle s'exprime quasiment pas. Ce sont les modifications du père, qu'elles soient positives ou négatives, qui vont s'exprimer. On va prendre un exemple extrêmement trivial. On a un père issu d'une famille alcoolique, une mère issue d'une famille formidable, tout va bien. La modification épigénétique et donc l'impact sur le génotype de l'enfant sera un impact alcoolique. Comme celui qui s'est fait frapper. Tout comme celui qui s'est fait frapper ou qui a subi des sévices, etc. Donc on a vraiment l'impact très fort au niveau épigénétique du père sur l'apport de la mère. Il n'y a pas de dilution des modifications épigénétiques au travers des générations. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer, je crois que j'ai expliqué, voilà, on a une transmission génétique. D'habitude, au niveau génétique, je parle génétique, pas épigénétique, on a une chance sur deux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, le père va donner l'un de ses chromosomes, la mère l'un de ses chromosomes, ou le père un des gènes, la mère un des gènes. Et on a une chance sur deux que si le père il a un mauvais gène, on a une chance sur deux d'avoir le mauvais ou le bon, quoi. Ça, c'est génétique. Une chance sur deux. Au niveau épigénétique, au niveau de l'épigénétique, on a presque 100% du père. Sur combien de générations? Tout le temps? Ça peut durer des générations? Ça peut durer plusieurs générations, on va en parler après. Sur combien de générations? Oui, d'accord, carrément. Maintenant, je vais parler d'un texte biblique qui a fait beaucoup couler d'encre et qui, je vais en prendre juste un petit morceau. C'est comme l'ADN, on prend un petit morceau, là on prend un petit morceau de texte biblique. Genèse chapitre 3, verset 16. J'ai mis petit d, puisque en fait, on pourrait le découper en 4 parties, donc c'est la 4e partie. Quand il est dit, c'est après la chute dans le jardin d'Éden, quand il est dit à Ève, mais il ou ton mari dominera sur toi. C'est un texte qui a fait beaucoup couler d'encre, et on va regarder ce qu'il dit exactement. Mais, en hébreu, ve, qui ne veut pas dire mais qui veut dire et. Donc il n'y a pas d'opposition avec ce qui était avant. Il n'y a pas d'opposition. C'est un ajout. Bon. Et ton mari, le mot mari, qui est, là c'est une reprise du verset d'avant, hein, donc c'est il, ça reprend ton mari qui était sur la partie du Genèse chapitre 3, verset 16, petit c, juste avant. C'est Yitzhak est employé 6 fois dans toute la parole de Dieu, qui veut dire, qui définit explicitement l'homme procréateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas nommé ici que ce soit le mari. C'est le père de l'enfant. Et d'où les 100%. le père de l'enfant. C'est-à-dire que on a bien compris ce que ça signifie. Bien. Et c'est employé 6 fois. Donc c'est vraiment le 6, le chiffre qui représente vraiment l'homme non régénéré. Donc c'est vraiment, je dirais, d'un point de vue purement physique, ce qui se passe. Ton mari, le ton, dans le début du verset, n'existe pas. Donc c'est bien. Et le procréateur. Voilà. L'homme, le père. Voilà, le père de l'enfant. Dominera sur toi. Machal. Machal, qui veut dire régner, qui exprime une autorité légale ou judiciaire, donc on est vraiment le chef, mais qui n'exprime cette pensée que lorsqu'il est doublé, donc ça veut dire que dans le texte en hébreu on a machal, donc on l'a 2 fois, ou alors, donc là j'ai mis quelques références où il est doublé justement, donc on voit bien l'autorité qui est établie,
ou avec une préposition. Là, il y a quelques textes qui montrent cette préposition amenant au respect et à l'établissement d'une hiérarchie, on va dire, d'une supériorité. Là, en l'occurrence, dans le texte, il n'est pas écrit machal, il est écrit avec le yod. Yimshal. Cela signifie que le sens n'est pas le même. Le fait qu'il y ait le yod au départ donne au verbe une forme composée, qui signifie, si on trouvait le sens, serait égal imposer quelque chose de durablement manifeste matériellement. Donc ça insiste sur quelque chose de matériel. Donc il n'est pas question ici de judiciaire, de moral, de spirituel ou de quoi que ce soit. Il est question de quelque chose de purement physique, on va dire naturel dans le sens de physique. Et ça impose quelque chose de manière durable et physiquement. Donc l'homme, le procréateur, impose de façon durable physiquement sur toi, bak, formé de 2 lettres, beit, qui veut dire dans, à l'intérieur d'eux, et la lettre kaf, qui symbole le moule, la matrice. Donc littéralement, à cause de la chute, c'est l'une des conséquences de la chute, c'est pas la seule, mais c'est l'une des conséquences de la chute, au niveau épigénétique, il y a des raisons pour ça, on ne va pas l'étudier ce soir parce que ce serait trop long, je voulais le faire mais ça nous amènerait trop loin, mais à cause de la chute, on a cet épigénotype qui va se répercuter sur l'humanité et, en l'occurrence, pour des raisons particulières, c'est l'homme, l'épigénotype de l'homme qui va dominer, entre guillemets, l'épigénotype de la mère. Donc, du père qui va dominer l'épigénotype de la mère. Donc si je prends littéralement ce texte biblique, je n'ai pas du tout cette notion de supériorité ni hiérarchique, ni morale, ni juridique, ni spirituelle, ni quoi. J'ai vraiment une description, je dirais, épigénotype de la situation, d'une des conséquences de la chute. Donc la parole de Dieu, la Bible, nous décrit ce que nous venons de découvrir d'un point de vue épigénotype, sur l'impact familial dans la transmission de l'épigénotype. L'épigénome. L'épigénétique, on a vu que c'était les modifications de l'ADN de l'homme. Modifications qu'elles soient positives ou négatives. Et elles dominent ces modifications de l'homme. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'homme dans sa généralité, mais c'est de l'être masculin, de l'humain masculin, domine celle de la mère. Et d'ailleurs, à la place de l'homme, j'aurais dû mettre le père. Les modifications de l'ADN du père dominent celle de la mère. Pour l'enfant, bien sûr. On parle du père et de la mère, c'est pour l'enfant. Maintenant, l'héritabilité épigénétique. L'héritage transgénérationnel implique une transmission par les gamètes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont le spermatozoïde et l'ovocyte qui vont se rencontrer. Donc, c'est au travers des gamètes que vont se transmettre toute la génétique et l'épigénétique. Attention, l'épigénétique n'invalide pas la génétique, c'est-à-dire qu'il y a bien une transmission génétique. On n'est pas en train de dire que la génétique ne sert à rien, pas du tout. Au contraire, ça reste très très important, mais il y a quelque chose qui est au-delà des gènes, c'est l'épigénétique. Les gamètes qui peuvent transmettre des modifications épigénétiques subies au cours de l'ovogénèse et de la spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication des ovocytes et des spermatozoïdes. La transcription par un biais social ou par apprentissage n'est pas héritable épigénétiquement. C'est-à-dire que les expériences ont bien montré, là on est vraiment entre l'inné et l'acquis, tout ce que l'on va apprendre socialement, c'est-à-dire être bien élevé, dire bonjour, il y a des choses comme ça, ce n'est pas de l'épigénétique, puisque ça ne vient pas modifier, là on est vraiment dans un acquis, je dirais, moral, intellectuel, mais qui ne vient pas influencer l'épigénétique. Donc j'ai voulu le souligner pour vraiment bien montrer que tout n'est pas non plus épigénétique. On est dans des impacts émotionnels forts. L'intellect n'interfère pas avec l'épigénome. En fait, c'est pas parce qu'on est très fort en mathématiques que notre enfant sera très fort en mathématiques. Pas forcément. Après, certaines personnes qui peuvent avoir, si on va jusqu'au bout, certaines personnes qui peuvent avoir un fonctionnement cérébral qui va les amener à être ce qu'on a appelé à un moment donné surdoué, ce qu'on va appeler aujourd'hui autrement, parce que demain encore autrement, parce qu'on cherche des mots pour essayer d'éviter les clivages.
en fonction de son épigénotype, c'est-à-dire si cet acquis vient de l'épigénotype, par une méthylation ou pas d'une certaine partie de l'ADN, on n'en sait rien, à ce moment-là, il va le transmettre. Mais c'est pas forcé. Ça dépend quelle est la limite. Parce que comme je vous ai dit, on ne sait pas. Hein. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais il existe de nombreuses maladies héréditaires clairement identifiées alors qu'il n'y a aucune hérédité génétique. Par exemple, on a la dépression. Des milliers d'études ont essayé de trouver le gène porteur de la maladie. Jamais on n'a réussi à trouver un seul gène qui serait porteur ou qui serait par modification porteur de la dépression. Jamais. Sans succès. La schizophrénie, de la même manière. Ces maladies sont peut-être dues à des susceptibilités génétiques combinées avec des facteurs environnementaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas purement génétique. On n'est pas en train de dire que ce n'est absolument pas génétique. Par contre, ce que les scientifiques en épigénétique affirment, c'est qu'il est fort probable qu'il y ait une susceptibilité génétique, donc c'est-à-dire qu'une certaine tendance à, qui serait déclenchée par l'épigénotype. Des études sur les jumeaux monozygotes. Beaucoup d'études ont été faites, puisque ça permet, comme ils naissent avec le même génotype et épigénotype, ça permet d'étudier un petit peu ce qui se passe. Donc il y a des jumeaux monozygotes qui ont été suivis par des scientifiques pendant des années, des dizaines d'années de la naissance jusqu'à une quarantaine d'années, voire plus, pour voir l'évolution que cela peut donner. Ils ont des gènes parfaitement identiques au départ, et ils vont vivre des conditions de vie différentes, caractéristiques différentes, physiques, physiologiques, susceptibilité aux maladies, qui vont être différentes. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'ils ont exactement le même potentiel à la naissance, nos deux enfants, nos deux jumeaux monozygotes. À la limite, pendant quelques mois, quelques années, s'ils restent dans l'environnement parental, etc., ils vont évoluer de la même manière. Mais très rapidement, ils n'ont pas les mêmes amis, ils n'ont pas les mêmes copains, ils vont peut-être différencier leur goût parce qu'ils vont goûter d'autres choses, etc., etc. Donc petit à petit, ils vont diverger au niveau épigénétique, ce qui va amener des différenciations physiques. Alors c'est pas systématique. Vous pouvez avoir des gens qui vont rester très proches parce qu'ils restent dans des modes de vie très proches. Donc à ce moment-là, les jumeaux vont rester très proches. Mais s'ils adoptent des modes de vie radicalement différents, on a des cas de jumeaux monozygotes qui ont été radicalement différents, avec des gens qui sont partis beaucoup plus dans des branches extrémistes, au niveau musique, etc., et d'autres qui sont restés très classiques, entre guillemets, si on peut dire. Et donc là, il y a une énorme différence, et même physiquement, ils sont arrivés à se ressembler beaucoup moins, alors qu'au départ, ils étaient vraiment semblables. Donc il y a vraiment cette divergence. Et on a de très nombreuses maladies psychiatriques qui sont épigénétiquement héréditaires. On le sait aujourd'hui. Les études ont montré que, voilà, et là on a tout ce qui est dépression, schizophrénie, bipolarité, des choses comme ça. En fait, on ne sait pas. Génétiquement, mais on le voit, on le constate, on le sait. Donc avec un terrain favorable, génétiquement, une prédisposition, une susceptibilité génétique. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans des choses qui sont documentées, donc des expérimentations. Cas d'hérédité épigénétique documentés. Premier exemple expérimental, le gène agouti chez la souris. Avec un S, ce serait mieux après souris. Ouais, ça fait bouger un peu, c'est bon. Le gène agouti, c'est quoi? C'est un gène de la couleur de la fourrure. Alors, il est facile à suivre, puisque à l'état normal, il est brun, la souris, elle est marron, elle est brune, car il est méthylé, et sans méthylation, de couleur jaune. Donc ça veut dire que c'est facile à voir, quand on voit une souris qui est d'espèce, de cette espèce-là, on va en parler après, mais qui a été choisie, au fur et à mesure des tests et des générations justement qui vont passer, eh bien en fonction de la couleur, on n'a pas besoin de faire de tests très poussés qui vont coûter très cher, il suffit de regarder le pelage, et en fait, selon qu'il est marron ou jaune, on sait si elles ont subi la méthylation ou pas. Accompagnées de maladies métaboliques. Les jaunes sont accompagnés de maladies métaboliques. Je ne sais pas si j'ai mis, obésité, maladies cardiovasculaires en particulier. Tu dis normalement brun car méthylé, donc en temps normal. En temps normal, c'est méthylé. Mais si on
supprime tout ce qui est méthyle au niveau, ce qu'on va faire au niveau alimentation, ou s'il n'y a pas suffisamment de méthylation, ou si on va attaquer par des stress, parce que ce qui est très difficile à gérer, c'est que certains stress, chez certains individus, vont amener une surméthylation, chez d'autres individus, le même stress va amener une hypométhylation. Et on peut aller même encore plus dans le détail, c'est que sur certains individus d'une même espèce, on va en parler un peu tout à l'heure sur les souris, qui sont plus susceptibles justement que d'autres, le choc va surméthyler une partie de l'ADN et hypométhyler une autre partie de l'ADN, alors que dans d'autres souris, ça peut être l'inverse, voire d'autres parties encore. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut que constater aujourd'hui. Donc en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans cette espèce de souris, les jaunes sont toujours accompagnés. Donc non seulement ça joue sur le pelage, mais comme je vous disais, c'est un jeu de domino là. Quand on touche à quelque chose, il y a beaucoup de choses derrière qui partent, qui sont impactées. Et là, en l'occurrence, le fait de changer la couleur par ce gène agouti du pelage amène les souris jaunes à être obèses et avoir des maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes. Mais ces deux-là sont visibles. Lien direct entre le degré de méthylation et la couleur de la fourrure, ce qui va permettre au niveau de l'expérience de suivre facilement. Donc on va prendre une souris mâle, jaune et brune. Donc elle est déjà... Ça veut dire qu'elle a une partie, voilà, elle est en hypométhylation, mais elle n'est pas non plus complètement à sec, je dirais, au niveau méthylation. Donc elle n'est pas toute jaune. Donc ça veut dire qu'elle a commencé à subir naturellement, hein, puisqu'on les a prises comme ça. Bon, ça c'est en fonction de ce qu'elles mangent, en fonction des stress qu'elles ont subis. Et on prend une souris femelle qui, elle, n'a aucun problème. Elle est normale. Et on va lui donner une nourriture beaucoup plus méthylée. C'est-à-dire qu'en fait, on va accentuer la méthylation. Donc, à l'état naturel, elle est méthylée, mais là, on va accentuer la méthylation. Et on regarde ce qui se passe chez les petits. Chez les petits, on va avoir des petits, alors je n'ai que deux, mais il y a toute une portée évidemment, mais on va avoir des petits qui vont être marrons, avec quelques-uns qui vont manquer de méthylation. C'est-à-dire qu'on voit que la transmission épigénétique ici, alors que la mère elle est suralimentée au niveau méthyle, pendant qu'elle porte les petits. Donc elle est surméthylée, donc pendant la formation du petit, il y a une surméthylation, donc il va subir la surméthylation. La preuve en est, c'est qu'ils sont tous marrons. Et après, on arrête. Il n'y a que la mère originelle qui est surméthylée. Les autres, on n'y touche plus. On les laisse vivre normalement. Ensemble et normalement. Et on regarde ce qui se passe au niveau des générations suivantes. Les générations entre elles alors. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas entre elles. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, si on prend un rat de cette génération-là, on va la coupler avec une rate qui vient de l'extérieur, qui, elle, n'est pas dans cette lignée-là. Ni surméthylée non plus. Ni, qui est à l'état normal. Non. Et on regarde ce qui se passe. Et sans nourriture méthylée, là, cette fois-ci, on fait le test. Si on fait la même chose, mais sans surméthyler la rate, la femelle, eh bien là, c'est le père qui va l'emporter systématiquement, avec les fameux 100%. Ça a une première information extrêmement importante, ça veut dire que tout n'est pas irréversible. Parce que au niveau scientifique, quand on étudie l'épigénétique, je veux dire, ça amène le moral à zéro quand même. C'est-à-dire que le père, toutes ces modifications, il les amène à l'enfant et pas à la mère. Donc ça veut dire qu'en fait, comme il y a très peu de positifs dans notre société, surtout aujourd'hui, on se dit, on s'en sortira jamais, quoi. On va regarder un texte biblique qui est très surprenant et aujourd'hui il va prendre un éclairage tout neuf. Genèse chapitre 30 versets 37 à 39. Alors, je vous inviterai à tout relire le passage, parce que là, et puis on ne va pas l'étudier, ce serait trop long, mais vous allez voir. C'est Jacob, donc, qui est avec Laban, et puis il veut partir et il lui dit, attends, j'ai beaucoup travaillé pour toi. Vous connaissez l'histoire. Et Jacob prit des branches. Donc le truc, c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui prendront la vidéo, Jacob a travaillé pour Laban,
Et Jacob veut un salaire, et Laban est d'accord de lui donner un salaire. Il lui dit, puisque tu as gardé mes chèvres, eh bien, toutes les chèvres qui seront rayées et tachetées seront pour toi, et toutes les autres seront pour moi. Sachant que, globalement, les chèvres étaient toutes noires. Donc, Jacob se retrouve avec pas grand-chose. Mais Jacob dit, d'accord. Et ensuite, Laban prend toutes les chèvres rayées, tachetées, il les met à part et il donne à Jacob que des noirs. On voit ça dans le texte biblique, il donne à Jacob que des noirs. En disant comme ça, il ne va pas avoir grand-chose, Jacob, et puis il est terminé. Bon. Jacob, on lit le texte, Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes, et il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Littéralement, le texte ne dit pas ça. Ici, je veux quand même souligner, c'est pour que, quand elles étaient en chaleur, qu'elles boivent dans l'abreuvoir avec des branches. Donc, il n'a pas mis les branches pour qu'elles rentrent en chaleur en venant boire. Oui, bon, voilà, que les choses soient claires. Les brebis entraient en chaleur près des branches, donc elles étaient en chaleur et elles rentraient, il y avait les branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Alors ça, c'est un texte bizarre. Et un peu plus loin, Genèse 31, 10, 12, nous lisons, c'est Jacob qui parle et qui explique, « Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe. » Donc c'est-à-dire que là, Jacob est en train de nous dire que ce qu'il a fait là, c'est Dieu qui lui a dit, qui lui a donné l'information en disant « Fais comme ça pour que ça marche. » Donc ça veut dire que ce texte est important, ça veut dire qu'en fait c'est une révélation divine, c'est pas l'expérience qui lui a montré que, c'est Dieu qui lui a dit de faire comme ça. Donc je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Donc Dieu lui dit, il a donné un songe, il insiste sur un point, c'est regarde les mâles. Ils sont comment les mâles? Ouais, à 100%. Les mâles sont surméthylés. Donc les mâles sont méthylés. Même si on ne le voit pas sur eux, puisqu'ils sont tous noirs. Oui, en fait, là, j'ai dit qu'ils étaient tous noirs, c'est les brebis qui étaient toutes noires. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que les brebis, Alors que les brebis, ils n'avaient pas besoin de... c'est justement, on sait aujourd'hui qu'au niveau épigénétique, c'est le mâle qui l'emporte. Donc il fallait que le mâle soit tacheté. C'est pendant l'ovogénèse que l'épigénotype est le plus accessible. Ça veut dire que c'est pendant, alors que les brebis sont en chaleur, c'est là qu'elles sont sensibles, parce qu'elles fabriquent. Les bandes des arbres ont surméthylé les brebis, en fait. Voilà. Les bandes des arbres ont surméthylé les brebis. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Alors, on va en parler un tout petit peu, mais je ne vais pas aller à fond, mais j'en parle un petit peu. C'est pendant la gestation que les implications épigénétiques sont les plus fortes, une fois qu'elles étaient, fertilisées. Les mâles dominent épigénétiquement les femelles, donc c'est pour ça que là, c'était les mâles tachetés qui devaient couvrir les femelles, et surtout pas les autres. Les branches d'arbres, à cette époque, sont constituées essentiellement de sève élaborée. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde le texte biblique, on voit qu'on est en printemps-été. Donc on est plutôt printemps d'ailleurs, parce que d'après le texte biblique, ça veut dire que on a de la sève qui descend, enfin qui vient des feuilles, parce que là ça marche à fond. Or, la sève élaborée, c'est celle qui descend des feuilles, hein, parce que l'autre c'est la sève brute. On appelle la sève brute, celle qui monte des racines. Très riche en saccharose. Je crois que c'est 1500 fois plus riche en saccharose, la sève élaborée, que la sève brute. Il me semble, de mémoire. Et surtout, le saccharose, par fermentation prégastrique, c'est extraordinaire parce que, par exemple, chez les souris, ça n'aurait pas marché. Chez les bovins non plus. Mais chez les caprins, dans la famille des chèvres, chez les caprins, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fermentation prégastrique qui va rompre la molécule de saccharose en fructose et en glucose. Et de là, on va libérer, devinez quoi? Du méthyle. Donc, on va surméthyler. Donc, dans les auges, il fallait qu'il y ait ces branches qui étaient remplies de sève. Et donc, la sève dans l'eau a amené de l'eau surméthylée. Le fait de peler les bandes d'écorce amène une diffusion de la sève il manque les trucs. Donc, c'est en fait, s'il avait enlevé toute l'écorce,
Comment expliquer ça? Brebis. C'est par osmose, en fait. C'est-à-dire que la différence de densité entre l'écorce jeune, et le corps fait qu'il va y avoir diffusion lente dans l'eau. Sinon, il y aurait eu un choc. C'est-à-dire que la branche serait vidée de son saccharose d'un seul coup. Ce qui fait que les brebis, les premières qui auraient bu, auraient été surdosées, mais pas les autres. Et que là, il y avait une diffusion, fait que toutes les brebis pouvaient boire toute la journée, et c'était diffusé. Voilà, il fallait que ce soit pelé. Sinon, les premières brebis auraient été surméthylées, pas les autres. Vous voyez? Donc c'est très précis quand même. Hein. Donc 3 arbres mentionnés. Donc là, on a 3 arbres qui sont mentionnés. On a le peuplier, l'amandier, le platane. Je me suis dit, forcément, il y a une raison, sachant que ces 3 arbres-là, ces 3 mots ne sont pas traduits par le nom de ces arbres dans les autres passages bibliques, puisqu'ils n'existent que dans ce passage-là, pour ce qu'on a traduit par amandier. Donc c'était un apax, il n'est utilisé que là, ce mot. Comment on a su que ça voulait dire ça? Parce que c'est traduit comme ça. Donc ça veut dire, les gens, voilà, on dit que c'est ça parce que c'est la même racine quand même. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que, par exemple, l'ous, qui a été traduit par amandier, c'est la même racine que l'arbre l'amandier. Donc ça a été traduit par amandier, parce qu'on sait que ce sont des arbres. Voilà. Bon. Mais pourquoi ce mot a été choisi? Parce qu'il désigne l'amandier de toute évidence, parce qu'on a la même racine. Donc c'est l'amandier, au même titre qu'on a bien le peuplier, qu'on a bien le platane, du moins l'arbre qui a été traduit par platane. Mais pourquoi ces mots? Valeur 1008. Valeur 1008, c'est-à-dire on fait la somme de chaque lettre étant aussi une valeur numérique, on fait la somme de chaque lettre et on obtient la valeur d'un mot, la valeur 1008, ce qu'on appelle la valeur 1008. Libné, valeur 1008, 87, donc pour le peuplier. Pour l'amandier, nous avons 43 et pour le platane, nous avons 366. Nous avons vu qu'il y avait 3 marqueurs épigénétiques. La phosphorylation, la méthylation et l'acétylation. La phosphorylation, c'est tout simplement un atome de phosphore. Masse molaire du phosphore, j'ai pas pris. Après, c'est, oula, il y a un petit souci là, c'est le méthyle. Le méthyle, c'est le radical alkyle hydrophobe dérivé du méthane. Bon, c'est CH4, c'est pour les pros, c'est ceux qui veulent aller un peu plus loin, ils peuvent creuser. Et on a ce qu'on appelle l'acétylation, donc c'est le groupe acétyl, qui est le groupe acyle de l'acide acétique. Voilà. La masse molaire de chacun de ces 3 marqueurs épigénétiques, 31 grammes par mol, 15 grammes par mol, 135 grammes par mol. Je fais le ratio, je me suis amusé à calculer le rapport qu'il y avait entre tous ces chiffres, et on a un rapport linéaire, ça veut dire qu'on a une corrélation parfaite. Si je m'amuse, pour ceux qui le souhaitent, pourront y aller, à faire un calcul, je calcule le coefficient en fait, le coefficient de corrélation linéaire de Brave et Pearson, pour voir si ça peut être le fruit du hasard ou pas, si l'écart entre les deux est suffisamment grand pour parler d'un hasard ou pas, une approximation. On est à 0,9999598. C'est-à-dire que c'est impossible que ce soit le hasard, quoi. En fait, c'est trop parfait. Donc, évidemment, on a vraiment une description dans ce texte biblique de Genèse chapitre 30 de ce qui fait l'épigénétique et la modification pour les pelages. Je n'en ai pas parlé, mais en plus, le texte biblique nous dit que quand elles étaient chétives, Jacob les mettait de côté, et en fait, il y a un autre texte qui nous montre que quand elles étaient chétives, c'est quand elles étaient noires. Parce que parfois, certaines pouvaient ne pas avoir bu d'eau, enfin, j'en sais rien. Or, on sait aujourd'hui qu'avec l'épigénétique, à partir du moment où on a une modification du pelage par méthylation, en particulier des caprins, donc là, on n'est pas dans le cas de la souris, on est dans le cas des chèvres, elles étaient beaucoup plus fortes, celles qui étaient méthylées. Elles étaient beaucoup plus costauds. Donc, le texte biblique décrit vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, on a vu les souris, on a vu les chèvres dans la parole de Dieu. Maintenant, sur l'homme. Qu'est-ce qui se passe sur l'homme? L'influence de l'alimentation. Des expériences, alors ce ne sont pas des expériences qui ont été faites, c'est des expériences a posteriori. C'est-à-dire que là, on va prendre des cas de personnes qui ont subi certaines choses et on va regarder ce qui s'est passé. Évidemment, on n'a pas fait subir à certaines personnes des choses pour regarder s'il y avait une dégénérescence et s'ils allaient mourir. Pas encore.
Donc là, on a pris des personnes qui ont soumis à une grande famine durant la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Une étude réalisée sur un village suédois, qui est l'étude Overkalix, voilà, qui prenait 303 personnes. Bon, donc voilà, pour ceux qui veulent, vous pourrez sur Internet retrouver pas mal d'éléments. Et une étude réalisée sur un village hollandais pendant un embargo nazi de plusieurs mois. On appelle ça le Deutsch Hunger, voilà, sur Internet. On a regardé, donc on a su, parce qu'en fait, il y avait des registres où ils notaient tout ce que les gens avaient mangé tel jour, et pendant des mois. Donc on a pu savoir exactement les rations. Pour information, la ration d'une des personnes dans le village hollandais, c'était, pour une semaine, c'était 200 grammes de pain, pour une semaine. Ah ouais. Donc 200 grammes de pain, et je crois que c'était 1 kg de pommes de terre, pour la semaine. Voilà, c'était tout. Pour une personne. Pour une personne, Pas bien, ouais. pas rien. Et après, c'est descendu beaucoup plus bas, mais très peu de temps. Bref, ça a été terrible. L'alimentation des grands-parents, durant leur ovogénèse ou durant la spermatogénèse ou durant la grossesse, donc voilà, il y a eu cette famine, donc influence l'espérance de vie de leurs descendants. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, puisqu'il existe encore des descendants vivants de ces gens-là, donc on a pu les suivre sur 1, 2, 3 générations, et jusqu'à la 3e génération, justement, ces gens-là, qui ont retrouvé un régime riche en graisse, puisque une fois que la famine a été terminée, les enfants, eux, ils ont mangé normalement. Augmentation des cas d'obésité des descendants. Face à une période de famine, augmentation des risques des maladies cardiovasculaires et métaboliques et de cancer. En fait, tous les descendants jusqu'à la 3e génération ont de gros problèmes métaboliques. Alors qu'ils n'ont pas subi la famine. Alors qu'ils ont mangé normalement. Donc il y a eu une transmission épigénétique de ces familles-là, et pas des autres, sur 3 générations. Alors, je souligne un petit fait quand même. L'organisme s'adapte pour développer des réponses à l'agression. C'est-à-dire qu'il y avait une famine, donc le corps s'est adapté pour essayer de survivre, autant que faire se peut, à cette famine, et transmet cette adaptation aux descendants. Donc là, on est proche de ce qu'on va appeler, alors pas le darwinisme, mais plutôt le lamarckisme, c'est-à-dire l'évolutionnisme. Sauf qu'au moindre changement inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu la famine, et dès que les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ont retrouvé une alimentation normale, donc ils n'étaient plus dans ce cas de stress intense, alors troubles métaboliques graves et mortalité importante, voire très importante. Donc si on considère que c'est le principe même du fonctionnement de l'évolutionnisme, à ce moment-là, tout stress amènerait une modification, d'accord ? Mais d'abord, ce serait une modification qui est épigénétique et qui n'est pas génétique, d'abord. Mais le problème, c'est que dès que ce stress se relâche, mortalité. Donc on ne peut pas imaginer, d'un point de vue génétique et épigénétique, un fonctionnement de cette sorte-là. Ça ne fonctionne pas. Surtout, voilà ce que je souligne, aucune implication génétique, c'est-à-dire que c'est vraiment épigénétique. Donc certes, on a vu que l'épigénétique était une sorte d'actionneur pour ouvrir ou fermer des vannes, mais il n'y a pas de modification à proprement parler du gène, oui. Et ça, on a pu remarquer sur des enfants qui ont été séparés de leur famille, qui n'ont pas été élevés par ces gens-là. On va en parler de ces enfants, des enfants justement qui n'ont pas été élevés par ces gens-là. Ce dont je parle là, c'est les descendants, etc., qui ont été élevés par ces gens-là, qui ont vécu normalement. On va parler un petit peu après justement des enfants séparés, parce que ça a des impacts en fait différents, on va voir. Et les pertes de ces acquis épigénétiques sur 3 ou 4 générations, c'est-à-dire que sur la 4e génération, on redémarre sur quelque chose qui est pas neutre, mais voilà, on retrouve sur un équilibre, on va dire. Maintenant, on a un deuxième cas, donc l'alimentation, on a quelque chose de documenté parce qu'on a pu avoir ces 2 villages-là, en fait, qui nous ont permis d'avoir des données, donc on sait que ça se transmet bien de façon épigénétique sur 3-4 générations, 2, 3, 4. On a aussi les traumatismes précoces. Violence, abus, abandon, environnement stable et sur lequel l'enfant peut compter. On va voir ce que ça veut dire tout ça après. Et ça, c'est ce qu'on appelle les traumatismes précoces chez l'enfant, le jeune enfant en particulier, mais l'enfant aussi.
et l'adolescent. C'est pas un traumatisme si l'environnement est stable. Quand tu dis environnement stable. Ouais, non, c'est plutôt instable. Violence, abus, abandon, environnement instable, il faudrait mettre, oui, parce qu'un environnement stable, c'est plutôt très positif. Et sur lequel l'enfant ne peut pas compter. En fait, j'ai inversé les deux. Ouais, c'est un côté bon, ça. Les traumatismes précoces, facteurs de risque pour les maladies psychiatriques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant a vécu un traumatisme, donc ça peut être des abus, ça peut être de la violence, ça peut être une famille instable, ça peut être une famille où ça crie en permanence, etc. On a un taux, aujourd'hui, on connaît un taux de développement de maladies qu'on appelle psychiatriques, c'est-à-dire dépression, suicide, je les ai mis derrière, je crois, sur 3 ou 4 générations. Qu'est-ce qu'on a comme maladie? C'est la dépression, l'anxiété, les troubles antisociaux, ce qu'on appelle les borderline, c'est-à-dire les hypersensibles. C'est des gens qui ont démarré tout de suite, qui ont un mal de vivre quasiment constant. La schizophrénie, l'addiction aux drogues et les suicides. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies psychiatriques en opposition aux maladies génétiques. Chaque individu a une réponse au stress qui est variable naturellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même réponse à un même stress. C'est dû à un héritage génétique, parce qu'il y en a des prédispositions génétiques à certaines réactions, parce que le stress influe physiquement évidemment, hein, et on a un héritage épigénétique, plus une construction épigénétique de toute notre vie. En fait, on a subi, certaines personnes qui ont subi certains chocs qui étaient par exemple moins forts et qui ont subi après de plus en plus d'autres plus forts, ont pu résister plus à celui qui était plus fort, vous voyez. Mais ça peut contrecarrer... Il y a des choses qui... C'est notre épigénotype qui va évoluer en fonction de tout ce qu'on a vécu. Cette variabilité naturelle de réponse au stress, les individus sensibles s'adaptent mal au stress. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont sensibles. Alors sensibles, ça veut pas dire, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'ils ont un héritage génétique et un épigénotype qui leur permet... Alors, l'épigénotype, ça peut être dû à de l'alimentation, ça peut être dû à des stress antérieurs. Là, on est dans le stress énorme d'enfants dans le jeune âge, mais l'épigénotype, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc tout ça rend certaines personnes sensibles au stress, et ces personnes-là ont du mal à s'adapter au stress. Et du coup, elles développent des réponses inappropriées, qui peuvent devenir, et qui souvent, malheureusement, deviennent des états persistants de mal-être. C'est-à-dire que ces personnes-là soumises soit à des stress continus, soit à un stress trop fort par rapport à cette limite. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a un seuil, ça dépend de chacun. À ce moment-là, ça va développer une réponse inappropriée, puisqu'il y a une mauvaise gestion, on va dire, intrinsèque de ce stress, et qui va amener à un état de mal-être. Donc c'est pas quelque chose où il faut s'en vouloir, en fait, quelque part. Il faut s'exclure de cette pensée que si on est dépressif, c'est parce qu'on a fait une faute. Il faut s'extraire complètement de cette pensée. C'est un mécanisme, ce sont des mécanismes complexes impliquant la méthylation de l'ADN. Donc c'est un ensemble. Il y a de l'héritage parental, parental et puis des aïeux, hein, on remonte sur 3 générations. On a soi-même ce qu'on a vécu, on a soi-même ce que l'on a choisi de vivre, la nourriture, des activités sportives ou pas, voilà, tout un tas de choses qui font qu'on arrive à une gestion du stress. Chacun a une réaction particulière au stress ou aux agressions, quelles qu'elles soient. Oula. Alors, modèle de régulation épigénétique du stress. On prend des souris blanches, qu'on appelle les souris balbe C. Alors, les balbes C, ce sont des souris, je l'ai mis derrière, voilà, souris qui sont peureuses, timides, albinos, donc qui ont des soucis physiques, physiologiques, et qui sont très sensibles au stress. C'est une espèce de souris qui est extrêmement sensible au stress. Et on prend des souris qui sont les C57BL6. C'est des noms barbares, ça, mais c'est... Voilà. La première, c'est sur 3 générations seulement. Quelle première? Ah non, c'est une espèce. C'est une espèce. C'est toutes les souris de cette espèce-là, qui se reproduisent entre elles, là. Sur des milliers de générations. Elles sont tout le temps comme ça. Voilà. Et les autres, par contre, les C57BL6,
Ce sont des souris qui sont courageuses, qui sont des bonnes mères, qui sont très résistantes au stress. C'est les C57BL6 qui sont quasiment toujours utilisées dans les laboratoires parce qu'en fait, elles sont très peu sensibles au stress. Donc, elles vont pouvoir supporter beaucoup de choses au niveau des expérimentations. Bon. On leur inflige un stress à ces souris-là. Donc, il y en a une qui va être sensible au stress et une qui est peu sensible au stress. Au niveau génétique et épigénétique. Elles sont comme ça. On leur fait subir un stress. Blocage de l'activité de la chromatine. Et ici, libération de l'activité de la chromatine. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez. En fonction des prédispositions, des susceptibilités génétiques et des prédispositions épigénétiques, on peut avoir des réactions complètement différentes. Donc d'une personne à l'autre, en fonction de son vécu, en fonction de son épigénotype, un même stress peut au contraire développer du courage pour rentrer dedans, pour crocher dedans, comme on dit. Et le même stress pour une autre personne peut l'abattre complètement et l'amener dans un état dépressif profond. Et ce n'est pas une question de capacité psychique. On est vraiment sur quelque chose de physique au niveau épigénétique. Uniquement par production, synthétisation de protéines. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est très 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 complexe, mais voilà, j'ai mis quelques noms là pour ceux qui veulent aller un peu plus loin par la protéine HDAC2 et la CREB, qui vont libérer les histones ou pas. Enfin, après, il y a des interactions, après ça se déroule après, hein, par deux mécanismes, génétiques et épigénétiques. On sait aujourd'hui, alors c'est une moyenne parce que tout le monde n'est pas vraiment d'accord, comme vous avez bien pu le comprendre, l'épigénétique c'est quelque chose de récent, c'est une science qui est vraiment récente. On pense que l'expression génétique est pour 20% et l'expression épigénétique pour 80%. Il y a 30 ans, on vous aurait dit génétique 100%. Aujourd'hui, oui, alors ça va peut-être être régulé, on va peut-être remonter après. Enfin, en tout cas, on a des ordres de grandeur. 20% de quoi? La réponse à une agression, à un stress, à une méthylation du corps, parce qu'on a parlé de la surméthylation en mangeant, mais un stress va faire que le corps va méthyler ou pas, en fonction de l'individu. Et donc cette réaction face au stress qui amène à ce qu'on appelle des maladies ou des dispositions psychiatriques telles que la dépression, on considère qu'aujourd'hui il y a 20% de génétique et il y a 80% d'épigénétique. Le rôle de la mère, donc on a vu tout à l'heure que le rôle du père, en fait, le père il impose. Épigénétiquement, il impose. Voilà. Le rôle de la mère. Pour vérifier quel était le rôle de la mère, parce que le rôle du père, il y a beaucoup d'expériences qui montrent que voilà, c'est l'épigénétique, il transmet par la procréation, il transmet point bas. Le rôle de la mère. On a fait des expériences, toujours sur les souris, de la séparation maternelle. Prévisible, imprévisible. Alors, le pire du stress chez l'enfant, ça c'est même chez l'être humain, hein, c'est le pire du stress qu'il peut y avoir, c'est un environnement imprévisible et chaotique. Sur, malheureusement, des enfants qui ont subi des choses terribles, il s'avère que la réponse négative sur l'épigénotype de l'enfant est pire donc, s'il est dans un foyer chaotique que s'il subit une agression. Surprenant, mais c'est comme ça. Le manque de fiabilité dans ce foyer, j'explique un peu ce que ça voulait dire, hein, ce que ça veut dire un foyer chaotique. Le manque de fiabilité, de continuité, de l'environnement familial est le pire stress pour un enfant en développement. L'enfant sait que quelque chose va arriver. Il ne sait pas quand, mais ça va arriver car ça arrive régulièrement. De temps en temps, ça y a des clashs. Ça pète dans la famille. Entre papa et maman, ça explose. Ça finit dans scène terrible. Mais quand, je ne sais pas. Donc c'est de l'imprévisible. Si ça serait moins, alors c'est stupide ce que je veux dire, mais ça serait moins grave, si on veut dire, si les parents s'organisaient en disant bon allez, tous les jeudis midi, là on se lâche, on se met en colère, on se dit tout ce qu'on a à se dire, et jeudi 14h on arrête. Ça serait prévisible, c'est-à-dire que l'enfant il sait que tous les jeudis de 12 à 14 il ne faut pas être là parce que là ça chauffe, ça fait mal, son épigénotype va être impacté, c'est sûr, mais beaucoup moins que si c'est imprévisible, c'est-à-dire que il ne sait pas quand, mais ça va arriver. Donc voilà.
de façon imprévisible. Ça, c'est le pire des stress qui peut arriver. Donc, nos souris, eh bien, en fait, dans l'étude, elles ont été stressées de façon imprévisible. Séparation de la mère de façon imprévisible. Pendant 3 heures par jour et pendant 2 semaines. Sachant que le sevrage, c'est 3 semaines chez les souris. Donc, j'ai mis, je crois, oui, pour 2 semaines, c'est l'équivalent de l'adolescence pour l'homme, en fait, on va dire. Hein. C'est-à-dire jusqu'à l'adolescence. Donc, ce qu'on va dire pour les souris, c'est vrai aussi pour jusqu'à la fin de l'adolescence chez le jeune. Donc, on retire, donc on a la maman avec ses petits, et 3 heures par jour, on retire les petits à la maman, et pendant ce temps-là, la maman, on l'a soumis au stress. Pas les petits, la maman. On va stresser la maman. Alors la stresser, c'est des choses qui sont proches de la torture, parce que c'est-à-dire que c'est qu'on la met dans un bain d'eau froide régulièrement, ou pour pas se noyer, elle est obligée de nager très fort, et ça, donc ça la stresse énormément, parce qu'elle sait qu'elle a ses petits, qu'il faut qu'elle s'en occupe, et elle peut pas. Oui, donc c'est des stress. On va stresser la maman pour voir ce que ça va donner, pour voir la réaction. Et la maman stressée, donc là je lui ai mis un éclair pour montrer qu'elle était stressée, la maman stressée, on va la coupler avec un mâle pas stressé. Voilà. Et ça donne un petit. Ce petit, on va le laisser grandir, normalement, et on va la coupler avec... Enfin, c'est une rate, hein, parce qu'on va transmettre on garde le rôle de la mère, hein, donc c'est que les mères. Donc, une petite, que l'on va accoupler avec un rat qui n'a jamais été stressé, mais celle-là, on ne l'a jamais stressé non plus. On continue, pas de stress, on continue. Et on continue, voilà, jusqu'à la 3e génération. On prend la même chose avec des animaux qui n'ont jamais été stressés au niveau de la mère, la première, de la série, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On va se rendre compte que la 3e génération, eh bien la rate a une adaptation sociale altérée. Pas les autres. Pas les autres. Bizarre. Ça veut dire que on sait qu'au niveau épigénétique, son arrière-grand-mère, on va dire, a été stressée, donc au niveau de la méthylation et de son épigénotype, elle a été stressée, donc elle a modifié son épigénotype de façon marquante, et bien elle a transmis cela aux générations suivantes, jusqu'à la 3e génération. Mais ça, c'est sur plusieurs expériences. Ah oui, oui. Ah oui, oui, toujours. Ce sont des expériences qui ont été menées des dizaines, des centaines de fois. Et c'est toujours la 3e génération qui montre cette... Ah non, 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 mais tous les autres. Ah, d'accord. Tous les autres. Là, je parle de la 3e, c'est jusqu'à la 3e. D'accord. C'est-à-dire que tous les autres ont montré la même chose. Mais là, on a pris l'exemple pour voir... Parce qu'en fait, ce qu'il fallait faire, c'était qu'il fallait voir... Parce que bon, celle-là, elle était issue de la mère directe. Donc là, on sautait une génération où il n'y avait même pas la mémoire du stress. C'était merveilleux. Merveilleux. Donc, adaptation sociale altérée. Ça veut dire que quand on dit adaptation sociale altérée, et regardez ce que ça veut dire, regardez ce que ça veut dire au niveau de nos adolescents, le premier contact est normal, donc les premiers contacts sont normaux. Quand on dit adaptation sociale altérée, ça veut dire que c'est pas dès le départ. Les rats, ils ont des systèmes de codification quand ils rencontrent un nouveau rat, etc., ou une nouvelle souris, ils se sentent, ils se touchent. Bon, il y a toute une codification, parce que ce sont des animaux très sociaux. Et là, ça se passe très bien, mais c'est qu'au bout de 3-4 rencontres avec les mêmes, où normalement ça devrait s'établir et ils devraient chacun vivre. Et là, ça devient asocial. C'est-à-dire que cette rate-là devient asociale au bout d'un moment. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas construire de liens sociaux durables. Perception du danger altéré, c'est-à-dire qu'en fait, ces animaux vont se mettre en danger. Alors j'ai mis inconscient parce que c'est pas géré. C'est-à-dire que vous mettez cette rate-là avec une autre femelle qui serait dominante, parce que il y a tous les liens sociaux chez les rats. Elle va se mettre en danger, c'est-à-dire qu'en fait, elle va même pas se rendre compte qu'elle va sur le territoire de la dominante, etc. Donc elle va se faire attaquer. Mais elle s'en rend même pas compte. Alors que les autres, qui sont les rats de référence, eux respectent tous ces liens hiérarchique, de danger, s'il y a un endroit qui est dangereux, où il ne faut pas aller parce que voilà, il y a du bruit, ou je sais pas. Cette rate-là a une perception du danger complètement altérée. Cette rate-là va être dépressive. Alors, comment est-ce qu'on le sait?
C'est-à-dire que pour vérifier si un rat est dépressif, ou une souris, on la met dans de l'eau où elle est obligée de nager, elle n'a pas pied. Une souris dépressive, elle se laisse mourir, elle ne se bat pas. Alors il y a plus ou moins après, il y a des souris qui vont nager pendant 30 secondes et qui vont se laisser mourir. Par contre, celles qui n'ont pas subi de stress, je dirais les rats de référence, elles sont combatives et elles se noient pas. Parce qu'elles vont nager tout le temps qu'il faut. Bon, évidemment, on les sort avant qu'elles se noient, mais c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a la combativité. Alors que jusqu'à la 3e génération de la rate qui a subi ce stress, eh bien, elle se laisse mourir. Et c'est à la fois les rates mâles et femelles, peu importe. Oui, peu importe. Oui, peu importe. Mais là, on est parti de la femelle au départ pour voir l'impact de la mère, en fait. L'épigénotype de la mère. Parce que quand on dit que l'épigénotype modifié du père intervient, mais si l'épigénotype du père n'est pas modifié, il n'intervient pas. C'est quand l'épigénotype du père est modifié. C'est-à-dire que si on prend un père qui aurait un épigénotype modifié par rapport à cette rate, qui a elle-même un épigénotype modifié, c'est celui du père qui sera pris. Mais si l'épigénotype du père n'est pas modifié, c'est celle de la mère qui s'impacte. Évidemment. Diminution des mémoires. C'est-à-dire qu'en fait, je dis des mémoires, c'est-à-dire la mémoire faciale, la mémoire associative et la mémoire objective. C'est-à-dire qu'une souris, quand vous lui mettez des objets, plusieurs objets, la première fois, elle est très curieuse, donc elle va aller voir tous les objets. Et puis régulièrement, tous les jours, vous lui mettez les mêmes objets. Donc elle les connaît. Et si un jour vous changez un des objets et vous mettez un nouveau, elle va systématiquement aller voir le nouveau. Parce qu'elle est curieuse, donc elle va voir le truc qui est nouveau, quoi. Quand vous prenez dans les rates de référence, ça marche. Quand vous prenez les autres, à chaque fois, c'est comme si c'était des nouveaux objets. Donc il n'y a pas de mémoire objective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire sur l'ancrage des objets. Il n'y a pas de mémoire faciale, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne reconnaît pas ses congénères. Donc il y a une perte de mémoire. Troubles métaboliques. Donc troubles métaboliques, c'est surtout au niveau de l'insuline, mais il y a d'autres choses en fait où on a des graves problèmes métaboliques jusqu'à la 3e génération. Hein. Jusqu'à la 3e génération. On a un surnombre d'ARN non codants. Alors ça a été une grande surprise dans les recherches, puisqu'on a un surnombre d'ARN non codants. On pensait que ça ne servait à rien, et ceux qui ont été stressés ont beaucoup plus d'ARN non codants que les autres. La transmission transgénérationnelle, elle s'effectue même si un parent est asymptotique, c'est-à-dire asymptomatique c'est mathématique, asymptomatique. Ça veut dire que si même l'une au milieu, l'une des rates, n'avait pas exprimé, parce qu'il y a des expériences qui montrent, et ça a été surprenant, on s'est dit, dans certaines expériences, on s'est dit, oh, tiens, là, cette rate-là, elle n'est pas dépressive, elle a la mémoire, tiens, elle, comme si elle avait rompu le lien épigénétique avec sa mère ou sa grand-mère. Eh bien, sa fille, elle subit la même chose que la mère et la grand-mère. Donc même si c'est asymptomatique, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'expression, il y a la transmission épigénétique quand même. Donc ça va très très loin l'épigénotype. C'est pour ça que je disais en introduction, quand on étudie l'épigénotype, on finit dépressif, quoi. Parce qu'on se dit, si je remonte dans ma famille, déjà, la guerre 39-45. Alors déjà là, dans nos familles, on n'a pas besoin de monter jusqu'à la 15e génération. Hein. Déjà, 2, 3e génération, ça y est, les gens ont connu la guerre. Puis il y a eu 14-18. Donc là, coup sur coup. Mais si on remonte, il y en a une en 1895. Vous voyez ? Donc, en fait, il y a tout le temps eu des guerres. Donc ça veut dire qu'en fait, on cumule. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'épigénétique n'est pas trop divulguée un peu partout, parce que ça amènerait les gens à se dire, mais on est foutus. On est fichus, là. Bon, c'est terrible. Parce que ça a un impact sérieux, vérifié et expérimenté. Donc, c'est-à-dire qu'ici, j'ai rajouté l'éclair, en fait, sans même qu'on le voie. Sans même qu'on le voie ici. Et bien, en fait, toutes, elles ont eu la transmission épigénétique, même si elles ne l'ont pas exprimée. Ce qui est assez rare. Dans les expériences, c'est assez rare qu'on n'ait pas d'expression, mais ça arrive. Ça, c'est rare. Et en plus, comme le dit le commentaire tout à l'heure, de je ne sais pas qui, mais en plus de tous les traumatismes que nous avons, nous n'arrêtons pas de parler au niveau de la radio et de la télévision, et après avec les enfants, ils n'entendent que terrorisme, attentats, accidents, morts, maladies, épidémies. Mais on n'entend que ça, quoi. C'est-à-dire que tout va bien. On n'entend que ça, plus la nourriture qui est surméthylée au niveau des plats cuisinés, au niveau de la malbouffe, comme on dit, environnante, permanente.
Donc, on est dans un système qui amène l'être humain à s'autodétruire. Tu ne vas pas faire un petit référent sur la Bible avec quand on dit jusqu'à la 3e génération. Exode chapitre 20, verset 5, deuxième partie du verset. Dieu dit, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » C'est un verset qui a été pris pour justifier des doctrines hérétiques. On chassait les démons des ancêtres, on a des liens ancestraux avec, soi-disant, il y avait une possession du grand-père et donc on était possédé parce qu'on avait la dépression, que le grand-père avait eu la dépression. Bref, on arrive à des aberrations. Le texte biblique, voilà ce qu'il dit. On va le regarder, littéralement, pas à fond, mais on va regarder suffisamment en tout cas pour bien le comprendre. Dieu qui dit « je punis ». Le verbe punir, c'est pakad. Pakad qui veut dire porter attention, observer. Qui veut dire s'occuper d'eux. Qui veut dire chercher, regarder à. Qui veut dire visiter. Qui veut dire passer en revue, rassembler, dénombrer. Qui veut dire désigner, assigner, nommer à une charge. Et qui est traduit par punir. Aucun rapport avec le reste. Mais dans nos textes en français, c'est punir. En anglais, c'est pas ça. On a ce mot, on a je ne sais plus combien de dizaines et de dizaines d'occurrences dans la parole de Dieu, mais on a, à cet endroit-là, il est écrit poked. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas pakad, c'est poked. C'est pas tout à fait pareil, une petite différence. Et on n'a que 4 occurrences avec l'écriture poked. Et les 4 occurrences, à chaque fois, c'est poked l'iniquité. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait traduire par punir l'iniquité, j'ai fait exprès de garder la prononciation hébraïque, pour justement ne pas influencer, mais poked l'iniquité, dans 4 passages. En anglais, il y a le to, il faut l'enlever, parce qu'au début j'avais mis to visit the iniquity, mais en fait c'est visiting the iniquity. Le mot iniquité ici, dans tous ces textes, dans les 4 textes, c'est avon. Avon, qui est formé d'une racine aïn nun finale, là, qui veut dire tomber sous l'essence. C'est pas tomber sous le sens, ça me tombe sous le sens, je comprends. C'est tomber sous l'essence, c'est-à-dire que c'est quelque chose de physique. Ce sont les aspects sensoriels qui l'emportent sur le reste. Avec le vav au milieu, vav, qui n'est pas fondamentalement, qui ne fait pas partie des noyaux biconsonantiques, mais qui est une lettre d'ajout. Et sachant que le vav représente l'homme. Et cette racine des 2 lettres extrêmes, avec l'homme au milieu, c'est idée de corporification, d'action dans le corps. Donc on a vraiment quelque chose qui agit. L'iniquité, là, qui est décrite, c'est quelque chose qui agit dans le corps, avec le corps et dans le corps. Et poked, formé d'un noyau biconsonantique au départ de 2 lettres, fait kof, qui veut dire action d'obstruer et de faire obstacle. Et la lettre dalet qui finit désigne la source de toute existence physique. La source de toute l'existence physique. C'est quoi la source de toute existence physique vivante? L'ADN. C'est l'ADN en fait. Donc ce mot poked, ça désigne une action, il y a une action de blocage de l'expression de l'ADN. C'est ce que nous avons vu au niveau de l'épigénétique. Et la parole de Dieu nous dit sur 3 voire 4 générations. La conjugaison est au participe actif de poked. Ça veut dire que l'action est continue. C'est pas tel qu'on le lit, qui punit, on a l'impression que c'est bam, un coup de bâton sur la tête. Non, là c'est en fait la parole de Dieu là nous exprime un processus. Il y a quelque chose, un processus, une action continue, un processus qui se continue jusqu'à la 3e voire la 4e génération, au niveau du blocage de l'expression de l'ADN. L'iniquité des pères, le mot père c'est bien ab qui est bien celui qui engendre, masculin. Donc on est vraiment dans l'engendrement, dans la génération. Jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le verbe haïr ici, sané qui veut former d'un noyau biconsonantique, qui signifie ce qui coupe, ce qui sépare, ce qui divise. Et la lettre aleph ici représente Dieu. Donc ceux qui se sont coupés de Dieu, littéralement. Le verbe haïr ici, c'est ceux qui se sont coupés de Dieu, ceux qui ont divisé, qui n'ont pas voulu de l'action de Dieu. On sait aujourd'hui que les stress subis par les pères se transmettent sur 3 ou 4 générations épigénétiquement. Donc le texte biblique décrit un fait concret, réel.
Et là, le verset suivant, c'est Dieu qui parle, il dit « Et moi, je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Et là, on a de l'espoir. Là, on a une espérance avec la parole de Dieu. Miséricorde, chesed, chesed, formé de la... Regardez, c'est extraordinaire. Poked, ça finit par la lettre Dalet, pardon, et la Dalet, et les deux premières lettres, là c'était ce qui obstrue, et la miséricorde, action de travailler ensemble, et l'ADN. Donc c'est l'action de travailler ensemble, avec Dieu. Haïr, c'est ceux qui se séparent de Dieu. Et qui fait miséricorde, Asa. Asa, ça veut dire façonner. Façonner ce qui va travailler ensemble dans l'ADN. Les deux premières lettres forment une racine, un noyau. Toute idée de conformation par agrégation de parties ou par suite d'un mouvement intelligent, d'une combinaison, d'un plan formé d'avance dans la volonté. C'est quelque chose de très précis. C'est Dieu qui a un plan. Et quand on est avec Dieu, alors tout se reconstruit. C'est extraordinaire, puisque la parole de Dieu nous dit que, quelque part, l'impact de ce poked, de cette iniquité, 3-4 générations, et Dieu dit, mais oui, mais moi, on peut travailler ensemble pour rétablir tout ça, jusqu'en 1000 générations. Depuis Adam et Ève, à votre avis, il y a combien de générations jusqu'à nous? Oui, c'est ça la question que je suis en train de me poser, parce que... 240. Ah. C'est-à-dire que Dieu nous dit, t'inquiète pas, oui, il y a des transmissions épigénétiques sur 3-4 générations, je le sais, depuis la chute, voilà, je le sais, je le dis, voilà, je le sais. Mais moi, pour ceux qui m'aiment, ceux qui veulent travailler avec moi, ceux qui me laissent agir par l'esprit dans leur vie, alors on reconstruit. Sur 1000 générations, c'est une promesse qui date depuis Adam et Ève et qui est encore pour un moment. C'est important ça, parce que moi je me suis toujours posé la question par rapport à justement ce verset. Est-ce que c'est pas aussi un signe de la durée? Non, c'est pas un signe de la fin des temps, puisque 1000 générations, on n'est qu'à 240. Et justement, c'est pour ça qu'on est... On n'est qu'à 240. Donc... Il y a encore du temps. Mais on continue. Dans son plan éternel d'amour, Dieu a tout prévu. C'est ça cette promesse. C'est que dès le départ, Dieu a tout prévu. Imaginez, nous sommes cohérents. L'apôtre Paul parle du corps de Christ comme d'un corps cohérent. Les mains, les pieds, les yeux. Chaque cellule est cohérente avec tout le reste des cellules de notre corps. Il existe une protéine des cellules jouant un rôle dans l'attachement et la migration des cellules lors de l'embryogénèse. C'est-à-dire que la formation de l'embryon, à un moment, il y a une cellule qui est toute particulière, qui est extrêmement importante et qui permet à toutes les cellules, justement, de ne pas se développer de façon totalement indépendante, mais de former un corps complet, uni. D'accord? Sans quoi l'humanité n'existerait plus depuis des siècles. C'est-à-dire que sinon, ce ne serait pas possible. Cette protéine, elle s'appelle la laminine. La laminine, voici, je vais vous présenter le schéma que l'on peut observer au microscope de cette protéine, la laminine, qui permet de lier les autres molécules. C'est la liaison. Hein. Voilà ce qu'est cette protéine. Tu rigoles, quoi. Non, ce n'est pas, c'est très sérieux. C'est la laminine. Sans cette laminine, il n'y aurait aucune cohésion dans tout le corps. Sans la croix, il n'y a aucune cohésion dans le corps de Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Donc c'est toute cette cohésion dans la parole de Dieu, elle est là aussi. C'est-à-dire que Dieu a tout prévu depuis l'éternité, depuis son plan d'amour, depuis la création. Avant même que nous ayons existé, il savait. Il a tout prévu. Oui, il y a eu l'impact de la chute. Oui, il y a eu l'épigénétique à cause de la chute. Mais Dieu a dit, celui qui est avec moi, celui qui m'aime et qui me laisse agir, alors je fais miséricorde. C'est-à-dire que on construit ensemble, sur 1000 générations. Il n'y a aucun impact, aussi proche soit-il de nous, dans nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, nous-mêmes, qui a suffisamment de puissance pour venir détruire ce que Dieu a prévu, son plan d'amour depuis toujours.
nous faisons partie du corps de Christ et nous sommes liés par la croix au reste de l'ensemble du corps de Christ. Et sans la croix, nous ne pouvons pas faire partie du corps de Christ. Nous avons vu que Exode chapitre 20, verset 5 parle du père qui impose des modifications épigénétiques aux cellules germinales de la mère. C'est ce que nous avons vu. Mais la mère, on a vu qu'il y avait une transmission des chocs, mais est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle peut faire face à ce père, on va dire, dominant, dans le sens biblique que nous avons vu tout à l'heure? Une dernière étude chez les rats, pour regarder ce qui se passe. On a pris les ratons d'une mauvaise mère, c'est-à-dire qu'une mère qui abandonne ses rats, qui les maltraite, etc. On les a fait élever par là ou une autre mauvaise mère, donc par cette mère-là ou une autre mauvaise mère. Les rats adultes ont été tous troublés. En fait, ils ont subi les troubles, logiques. Élevés par une bonne mère. Élevés par une bonne mère, rats adultes normaux. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose, puisque l'épigénotype a été transmis, on l'a vu, mais le fait de changer de mère, l'épigénotype a été transmis, mais le fait de changer de mère, avec une mère qui a été aimante, qui s'est occupée des petits comme des siens, le rat, il n'a pas développé l'épigénotype de la mère maltraitante. Maintenant, on a pris les ratons d'une bonne mère, qu'on a fait élever par là ou une autre bonne mère, on a obtenu des rats tout à fait normaux, au niveau social, etc. Élevés par une mauvaise mère, qu'est-ce qu'on a obtenu? Des rats adultes troublés. Cette information ne rentre pas dans le cadre de l'épigénétique, puisqu'on n'a pas de modification épigénétique. Mais les cellules germinales ne sont pas impliquées ni perturbées. C'est pour ça que ce n'est pas épigénétique. Parce que les cellules germinales ne sont pas impactées par le fait que ce soit une bonne mère ou une mauvaise mère. Elle n'est pas mauvaise parce qu'elle a subi un stress. Elle est mauvaise pour d'autres raisons. Voilà, elle est mauvaise. C'est pas forcément à cause d'un stress. Elle est mauvaise soit parce qu'elle a été stressée, soit parce qu'elle est mauvaise. Si c'était un stress, ce serait épigénétique. Ça serait épigénétique. Mais là, en l'occurrence, on a fait plusieurs tests pour voir. Mais même si c'est épigénétique, si une mauvaise mère, parce qu'elle a été stressée, transmet un épigénotype négatif à son petit, si le petit est élevé par une bonne mère, eh bien, il n'y a pas d'expression de l'épigénotype. Mais il sera quand même présent. Il sera présent, et il sera sur 3 générations, mais il ne s'exprime pas. Là, par contre, c'est systématique. Il ne s'exprime pas. Et les rats adultes troublés élevés par une mauvaise mère alors qu'ils sont d'une bonne mère, ils transmettent aussi après? Ah, ça, j'ai pas les résultats. Je ne sais pas si les rats adultes qui ont été troublés parce que élevés par une mauvaise mère, a priori oui, parce que s'ils ont été élevés par une mauvaise mère, ça veut dire qu'elle les a traumatisés. Ça veut dire qu'elle les a stressés. Ça crée une nouvelle... Ça crée un nouveau épigénotype négatif. Mais la mère peut contrebalancer l'héritage épigénétique du père. En fait, cette expérience, c'est ce qu'elle est en train de montrer. C'est que si jamais il y a une transmission épigénotype, la mère, elle a une capacité à contrebalancer, à contrecarrer la transmission épigénétique du père. Par quoi? L'amour. C'est-à-dire que toutes les expériences ont montré que la bonne mère, c'est celle qui aime ses petits. Et une mère aimante, qui va prendre soin de ses enfants, va contrecarrer même un épigénotype catastrophique. En tout cas, elle peut contrecarrer même un épigénotype catastrophique du père. Donc le rôle de la mère, et c'est pour ça que le rôle de la mère dans la parole de Dieu, on ne va pas le faire ce soir, ce serait beaucoup trop long, mais le rôle de la mère dans la parole de Dieu est extrêmement important. Elle a un rôle fondamental dans l'éducation des enfants. Fondamental. Qui est utilisé d'ailleurs même par Dieu lui-même, quand il dit « J'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits ». C'est vraiment cette image de la mère qui va prendre, et Dieu, il prend cette image de la mère qui va aimer, justement pour rétablir les choses dans le bon axe. Et là, on peut lire 1 Corinthiens 13 qui nous dit « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » La foi, c'est forcément, pour avoir la foi, c'est forcément que nous avons quelque chose de stable en face, parce qu'on ne peut pas avoir la foi dans quelque chose d'instable et qui est imprévisible. Donc forcément, la foi, c'est quelque chose de stable. L'espérance, c'est parce que justement, on va vers quelque chose de meilleur. Et l'amour. Mais la plus grande de ces choses,
c'est l'amour. Et la parole de Dieu nous amène une espérance. Alors, on a vu que l'épigénétique, c'était au-delà des gènes. Eh bien, la parole de Dieu, elle nous amène une espérance qui est au-delà de l'épigénétique, au-delà de l'au-delà de gènes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est-à-dire qu'on peut être restructuré avec Dieu. Et la dernière page, ce sont des versets par la parole. Dieu fait miséricorde jusqu'en 1000 générations, c'est ce que nous avons vu, c'est une promesse extraordinaire. Psaume 23, 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le mot âme ici, c'est nefesh. On a déjà étudié, corps, âme, esprit, que nefesh, ce n'était pas l'âme, c'était le corps. Il restaure mon corps. Le verbe restaurer, shub. Shub, radical polel, ce qui lui donne le sens de ramener, restaurer, réparer. Dans le sens de réparer. Donc littéralement, il répare mon corps. Conjugué au mode imparfait. Processus continu. C'est quelque chose de continu. À la conversion, on engage un processus. Quand Christ vient dans notre vie, on engage un processus de restructuration, de réparation, qui va durer tout au long de notre existence. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Conduit, nahar. Nahar, formé des deux premières lettres qui donnent l'idée du repos parfait qui résulte pour une chose longtemps agitée en sens contraire. C'est incroyable. C'est divin. Et la lettre « et », à la fin, c'est la vie. Donc, c'est-à-dire que c'est l'idée de repos parfait qui résulte d'une chose longtemps agitée en sens contraire. Donc, c'est pour aller vers la vie. La dernière lettre, c'est la vie. Il est aussi conjugué au mode imparfait. Donc, c'est quelque chose de continu. Il me conduit de façon continue. C'est pas à coup de parole de Dieu ou à coup de révélation qu'il me conduit. C'est chaque jour, chaque instant. Il me conduit, il me restaure. Dans les sentiers de la justice, sentier Magélé. Magélé, une seule occurrence dans cette écriture-là, parce qu'il y en a d'autres dans d'autres écritures. Les deux premières lettres, qui conduit ou dirige. Les deux suivantes, partie organique qui s'enroule et se déroule successivement, mais on a exactement l'expression de l'ADN et de la transcription. Donc, il me conduit, c'est-à-dire qu'il m'amène vers quelque chose qui a été longtemps agité, mais il me ramène vers un équilibre, vers le repos, l'équilibre, au travers de quelque chose qui est conduit en étant déroulé et enroulé de façon successive. De la justice, dans les sentiers de la justice, tzedek littéralement juste, droit, normal. Donc il me ramène vers quelque chose de normal, à cause de son nom. 1 Corinthiens 14, 4, et là on en a déjà parlé par le baptême du Saint-Esprit, mais j'en reparle parce que c'est quand même important dans cette étude. Le parler en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je vous invite à revoir notre étude précédente pour voir tous les détails. S'édifie lui-même en grec, oikodomeo, qui signifie bâtir depuis les fondations. C'est le verbe qui est employé dans la Septante, donc traduction grecque de l'Ancien Testament qui était en hébreu par des juifs hellénistes, donc qui maîtrisaient les deux langues. Et c'est ce mot qui a été employé pour la construction de Ève, donc on est bien dans quelque chose d'une construction même biologique. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Remettre en état, rebâtir, réparer, il rebâtit, il se répare lui-même. Le parler en langue est un outil que nous pouvons ou non offrir à Dieu. On peut le pratiquer ou pas, ça n'a pas de rapport avec le salut ou pas. C'est juste un outil. Comme je l'ai donné l'exemple, c'est pour enfoncer un clou. Si on a un marteau, on peut très bien ne pas prendre le marteau et le mettre avec un caillou qu'on a trouvé par terre. On arrivera à enfoncer le clou. C'est quand même mieux avec le marteau. Donc là, c'est la même chose. On a un outil entre les mains. Utilisons-le et laissons Dieu agir. Évidemment, le parler en langue n'est pas que cet aspect-là. C'est aussi d'autres aspects, mais c'en est un qui est très très important. Nous pouvons donc lui offrir cet outil entre les mains de Dieu, parce que c'est nous qui choisissons de parler en langue. Donc on peut lui laisser cet outil pour lui permettre de nous construire, de nous remettre en état, comme c'est écrit dans le texte de 1 Corinthiens 14, 4. Donc on a vu que l'épigénétique a des implications catastrophiques, on a vu que la société actuelle est vraiment dans un environnement en particulier pour l'enfant et pour le jeune, et je ne vous raconte pas toutes les implications de la théorie du genre et de tout ça par rapport à un enfant, c'est catastrophique au niveau épigénotype, c'est catastrophique. Le monde va à sa destruction, mais on a une espérance. Avec Dieu, en Christ, c'est la miséricorde, c'est la reconstruction possible, le rétablissement d'un équilibre, du repos total pour ne plus être sous l'oppression d'un épigénotype qui pourrait nous amener à la dépression, qui pourrait nous amener à l'état de borderline, etc., etc.
et on peut être dans la victoire, dans la libération, par la grâce de Dieu, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Amen.